Premier bonus, Alain Soral, Alain de Benoît et la clique de la nouvelle droite zémourienne. Xavier Poussard. Alors, dans ta question, il y a deux éléments, en fait. Il y a le zémourisme et il y a la nouvelle droite. Et après, il y a l'articulation entre les deux. C'est ça qui est intéressant. Bon, déjà, qu'est-ce que le zémourisme ? Le zémourisme, c'est un produit médiatique qui vient inonder un marché qui est le marché de la colère des Français devant un pays qui est envahi et qui n'a jamais été envahi comme ça dans son histoire. Je veux dire, que ce soit les Anglais, la guerre de 100 ans ou les Allemands en 40, c'est sans commune mesure. Donc il y a une colère des Français et donc il y a un marché de cette colère à occuper. Or, Zemmour apparaît à quel moment ? Il apparaît au moment où Le Pen vieillit et où Soral est interdit. Donc, il occupe seul ce marché. Et j'avais dit dans une précédente émission que Zemmour, il était à Alain Soral ce qu'est Arcadie à Coppola. C'est-à-dire, tu vois, t'as le parrain et puis t'as le grand pardon. Et en fait, cette comparaison, elle n'est pas assez jusqu'au bout parce qu'en vérité, c'est comme si on est dans une situation complètement incongrue où le parrain de Coppola, la trilogie, était interdite de télévision, interdite de Fnac. Tu la trouves plus en VOD, d'accord ? Tu mets un extrait sur YouTube, c'est radié. On supprime la page Wikipédia du film. Mais par contre, le grand pardon de Arcadie, tu l'as tous les soirs à la télé. Et au début, tu trouves ça incongru, mais au bout de 10 ans, tu prends un jeune dans la rue, tu lui dis, mais tu connais le parrain ? Il dit, ah non, mais par contre, j'adore le grand pardon, c'est vraiment génial. Et en fait, c'est tout le problème du zémourisme. Alors, donc ça, c'est le premier point. Et ensuite, il y a l'articulation avec la nouvelle droite. Parce que la nouvelle droite, quelque part, participe du parrain, si tu veux. C'est quelques scènes du parrain. Et donc, en fait, eux veulent raccorder avec le grand pardon et intégrer le casting du grand pardon. Alors, Alain de Benoît, là-dedans, il fait quoi ? Parce qu'il peut peut-être faire le rabbin, je sais pas. Enfin, si tu veux, le problème aussi... Alors, donc déjà, c'est tragique. En fait, le problème de la nouvelle droite, c'est qu'il est tragique. Non, mais en fait, on est dans un retour c'est que la vieillesse est un naufrage. Non, mais c'est qu'on est dans un retour du spirituel et qu'en vérité, le vrai booster, c'est le catholicisme. Et c'est sur ce booster-là que va jouer Éric Zemmour. C'est ça, c'est le catholicisme qui draine les gens et ce retour du spirituel. Et en vérité, le néopaganisme est pas en phase avec les tendances profondes. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que le leader idéologique qui est Alain de Benoît a un problème. C'est que c'est quelqu'un, c'est un trait de caractère qui est jaloux et envieux et qui n'a jamais formé personne. Je vais prendre un exemple. Michel Clouscar, c'est un philosophe qui était, pour ainsi dire, inconnu de son vivant. Mais Michel Clouscar, il a formé dans la génération d'après, sans doute les deux qui ont le plus percé, c'est-à-dire Michel Houellebecq, extension du domaine de la lutte, c'est Clouscar, et Soral. Et puis en marge, il en a formé plein d'autres. Je veux dire, Elisabeth Lévy, tout un tas de gens de causeurs sont des gens qui viennent des cercles de Clouscar. Et donc, quelque part, Clouscar va exister après, par les gens qu'il a formés. Tu comprends ? C'est-à-dire que dans 30 ans, quand on s'intéressera à Houellebecq, quand on s'intéressera à Soral, les gens reviendront sur Clouscar, et donc Clouscar existera. Alors que le problème de Benoît, c'est que comme il a bloqué tout le monde, par jalousie et par aigreur, il disparaîtra. Voilà. Et il sera même pas au casting du grand pardon. La vérité. Alain Soral. Époustouflant le numéro que nous a fait mon camarade Xavier, parce qu'effectivement, on va faire de l'histoire. Moi, j'ai rencontré de Benoît grâce à Ratier, et de Benoît m'a coopté dans Éléments déjà par une belle interview, parce que je venais de la gauche, au sens marxiste. Et là, je vais dire, de Benoît connaît très bien le marxisme. C'est un des rares mecs catalogués à l'extrême droite qui a une culture marxiste. Il confond pas, il méprise pas le marxisme en le prenant pour un économisme qui n'a rien compris à l'économie libérale. Ça, c'est du gave, Donc, j'étais très content de le rencontrer et qu'il me tende la main. Il y avait un côté transcourant. En réalité, ce que j'ai compris après, c'est que le problème de Benoît, c'est qu'il était marqué extrême droite. Et on va dire à quel moment il a explosé. Il a explosé quand, dans un dossier du magazine Figaro Magazine, dont il avait un peu le patronage mandaté par Louis Pauwels, il s'est permis de faire écrire ou d'écrire lui-même que la plupart des morts dans les camps étaient morts du typhus. Sous pseudo. Ce qui en dit déjà long sur... Ouais, mais enfin, le pseudo, on sait très rapidement qui est derrière. Et là, il s'est passé que Boston Blanchet, à l'époque, c'est-à-dire Publicis, qui contrôlait la pub, a appelé Pauwels et lui a dit, tu me vires cette bande de guignols, sinon je te coupe la pub. Et Pauwels a bien dit, d'ailleurs, il a eu l'honnêteté de ça l'acheter, il a dit, entre Boston Blanchet et la bande à de Benoît, j'ai choisi, il les a virés. Et ça a été la fin, je dirais, de l'espoir de vie mondaine d'intellectuels de droite intégrés au système. De Benoît a eu l'époque, faut pas oublier, où avec les nouveaux philosophes, le
marxisme était en train d'être viré par ceux-là même qu'on a fait la promotion. C'est le moment où la communauté organisée ne parle plus que du goulag, alors qu'avant il n'avait que l'autre continent moral à la bouche, c'est BHL et les nouveaux philosophes qui font le boulot. Et de Benoît pouvait penser à l'époque qu'il y avait une place pour le renouveau de la droite, donc la nouvelle droite, puisqu'effectivement ils avaient été historiquement, cette extrême droite, violemment anticommuniste. Et il s'est dit j'ai ma place. Et malheureusement il s'est un peu enhardi. Et il a parlé du typhus. Du typhus. Et là, il y a eu condamnation à mort. Et depuis, je vais le dire honnêtement, il ne fait que ramer pour essayer de revenir, parce qu'en fait, de Benoît est un intellectuel, et il a besoin du débat intellectuel. C'est-à-dire qu'en fait, il ne fait que demander pardon à distance et de manière plus ou moins dérivée, pour pouvoir revenir à ceux à qui il faut demander pardon. Renaud Camus a vécu la même chose avec Panorama de la France, et en fait, de Benoît ne fait que ramer depuis pour essayer d'être réinvité à France Culture. C'est assez triste, mais si tu veux résumer, c'est ça. Et après, il y a l'autre tropisme, effectivement, c'est que de Benoît est un païen, et son modèle, c'est Frédéric II de Hohenstaufen, c'est-à-dire qu'il est à la fois païen, donc anticatholique, et profondément anti-français. Ce qui veut dire qu'il a toujours des biscuits, si tu veux, à servir à l'ennemi. Quand tu es anticatholique et anti-français, tu ne gênes pas forcément les gens qui nous dominent. Tu vois ce que je veux dire? Donc, malheureusement, entre son rêve d'être un intellectuel de droite validé par le système et le fait que profondément, ça c'est sa vision du monde, il est très anticatholique et très anti-français, ce qui revient au même. Il est dans une position de soumission et de trahison, je vais dire, à la résistance française, qui est finalement assez constante, en réalité profondément. Et c'est là que tu comprends que même quand il me coopte, moi à l'époque, comme il coopte après un crétin comme David Lépée, qui d'ailleurs vient de chez moi, et en fait c'est toujours dire, regardez, je coopte des mecs de gauche, ou je coopte des guignols. Et là où Xavier a encore raison, c'est que du coup, il n'a rien transmis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, élément, c'est Bousquet qui dit qu'il faut prendre exemple sur les homosexuels pour faire son coming out. Il y a un modèle qui s'offre à nous, aussi surprenant soit-il, mais dont je crois il faut nous inspirer. Ce modèle, c'est celui que nous ont donné les homosexuels. Qui niera les extraordinaires profits qu'ils ont pu tirer de la pratique du coming out. Et puis derrière, c'est David Lépée qui prétend donner des leçons de féminisme ou d'antiféminisme à Otto Weininger. Voilà, donc, et là, il y a un vrai drame, effectivement, c'est que de Benoît, sur le plan humain, c'est le contraire de Ratier. À Ratier, il essayait au maximum d'ouvrir des portes, de créer des rencontres, de faire du transcourant, d'amalgamer. Il était mu par une générosité. De Benoît, c'est qu'un calcul en permanence fondé sur le narcissisme, c'est-à-dire essayer de revenir à France Culture et de virer tous les mecs qui pourraient lui faire du tort compte tenu des hiérarchies qu'il a comprises et admises, tu vois ce que je veux dire? Et c'est là qu'on arrive d'ailleurs à cette activité anti-ER très très secrète et souterraine et subversive, puisqu'effectivement nous incarnons quand même une résistance réellement efficace, puisque des ministres s'en sont pris à nous et on est menacé de prison, alors que personne n'en a rien à foutre du tirage et du contenu d'éléments, vous voyez. Et c'est là où pour moi il y a un drame, et ce drame, si je veux le résumer, c'est que quand on prétend être un traditionnaliste et qu'en même temps on est fasciné par l'image profondément bourgeoise de l'intellectuel et la fonction profondément bourgeoise de l'intellectuel, on est dans une contradiction irréductible. Et je crois que le vrai problème est là, c'est ces gens qui prétendent être des opposants radicaux au système, pas des opposants gauche-droite au sens électoraliste du terme, sont en fait totalement pris dans les catégories bourgeoises, au premier degré parce que ce sont des bourgeois, en termes de rapport de production, de pouvoir d'achat et d'arrogance de classe, et aussi parce qu'ils sont fascinés par l'image de l'intellectuel. Voilà. Et je pense que quand on est un bourgeois et qu'on est fasciné par l'intellectuel, on ne peut pas s'opposer au système, même si on maîtrise tous les concepts qui permettraient de s'y opposer. Voilà, on est quelqu'un de profondément fragile et dominé par sa propre, je dirais, intériorité. Voilà ce que je dirais pour dire des choses pas trop violentes, parce que sinon je pourrais dire plus simplement que de Benoît c'est un nazi à l'époque qui se faisait passer pour un païen, et quand je dis ça c'est du premier degré, c'est vrai, et à la fin il ne reste finalement de son paganisme que de l'anticatholicisme, qui est en fait une main tendue à la franc-maçonnerie. Si je veux faire des résumés vertigineux, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on passe d'un mec qui est un nazi à un mec qui passe son temps à essayer d'être invité dans les loges. Et quand je dis ça,
fromage et les biscuits. Je pense que Xavier peut confirmer. Et c'est quand même assez triste, parce que c'est quand même par ailleurs l'intellectuel le plus formé, je dirais presque comme une bibliothèque, parce qu'il produit pas de concepts, mais il les maîtrise parfaitement. C'est l'intellectuel le plus formé de tous les mecs de droite, entre guillemets. Mais c'est un peu, quelque part, si je veux comparer comme personnage, c'est un peu notre Antoine Pinet, tu vois. C'est le mec qui est soi-disant au-dessus au sommet de la montagne et qu'on va consulter, mais qui est au-dessus de tout. En fait, il est pas au-dessus de tout, en réalité, il est à côté de tout, et quand on regarde bien le personnage, un peu au-dessous de tout aussi, voilà. Bon, je compte encore 2 ou 3 amis dans la rédaction d'Éléments que je salue. Et, pardon d'être dans cette équipe, mais voilà, il faut quand même savoir où le cœur nous porte. Moi, j'essaie de travailler avec les gens qui travaillent, mais quand même, pour ceux qui connaissent, l'art s'affiche. Salut camarades. Voilà, on va passer au bonus suivant. On verra la recension qui feront de mon prochain bouquin, Comprendre l'époque. Je rappelle que de Benoît avait fait une recension très vicieuse de Comprendre l'Empire en disant on ne sait pas de quel empire on parle, alors que moi je le définis dans tout un livre, tu vois, de quel empire je parle, évidemment. Il exhibait une fois de plus sa culture pour passer à côté du sujet. Et passer à côté du sujet, c'est toujours éviter de se mettre à dos la bête qui nous domine et qui nous vaut tous nos ennuis. Je pense que pour penser, il faut beaucoup d'intelligence, mais il faut aussi un peu de virilité. Et je pense que ce qui fait défaut à un moment donné, c'est presque une remarque générale, c'est qu'il faut un cerveau et des couilles. Et quand on a le cerveau sans les couilles, ça donne pas grand-chose. Voilà.